Oui. Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle édition des Mercredis QCHF. On a le plaisir de recevoir le général Gilles Darrico qui est à mes côtés. Donc pour moi, il est à ma droite, pour vous, il est à ma gauche, c'est-à-dire ici. Général Darrico a une longue carrière dans l'armée. Il a fini son temps de commandement effectif comme étant gouverneur militaire de Lyon et gouverneur de la zone de défense sud-est. Et il vient nous faire l'amitié de venir nous parler d'un sujet de la défense qui est important à l'heure où les grands empires, non pas se réveillent, mais se manifestent de manière importante. Et je lui cède tout de suite la parole. Gilles, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Gilles Darrico, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, donc en 30 minutes, je crois que c'est la règle du jeu, de la dissuasion nucléaire. D'abord et avant tout parce que c'est un fait qui aujourd'hui s'impose clairement à nous, avec ce qu'on appelle des signalements de plus en plus fréquents. Donc, les signalements, c'est les modalités de communication par lesquelles un État doté exprime ses intentions ou marque son terrain dans le dialogue stratégique, avec une dimension nucléaire de la crise ukrainienne qui est une évidence, avec un récent discours du président de la République à l'île Longue. Vous savez qu'il est tradition dans un septennat hier, dans un quinquennat aujourd'hui, que le président de la République s'exprime sur ces sujets-là, puisque comme le disait le président Mitterrand en son temps, la dissuasion nucléaire, c'est moi, c'est lui en l'occurrence. Donc en matière de dissuasion, il faut écouter le président de la République et personne d'autre, ce dont certains feraient bien de se rappeler. Et puis le délitement du lien transatlantique aujourd'hui qui a clairement des effets nucléaires. Clairement donc, pour paraphraser une formule qui s'applique généralement à un autre champ, si vous ne vous intéressez pas au nucléaire, le nucléaire aujourd'hui va s'intéresser à vous. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous faire un petit peu de pédagogie. Alors, de manière pédante, on a l'habitude de parler de grammaire nucléaire. Donc, je vous livrerai quelques éléments de grammaire nucléaire. En 30 minutes, ce sera rapide. Et puis, j'espère donc que vous me pardonnerez quelques réductions et simplifications, mais j'ouvrirai pas mal de portes ou de tiroirs. C'est bon. Donc, je commencerai par quelques éléments de base avant d'évoquer un petit peu le contexte et puis de faire un rapide focus sur la dernière déclaration du président de la République à l'île Longue en début d'année. Alors, quelques éléments de base, quelques éléments de grammaire nucléaire. Sur la singularité extrême de l'arme nucléaire. Alors là, la singularité extrême de l'arme nucléaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement, ce n'est pas sa puissance, c'est le fait que c'est une arme qui est destinée non pas à faire la guerre, mais à l'empêcher. Elle repose sur un élément psychologique essentiel, qui est qu'il ne suffit pas, il n'est pas nécessaire d'être l'égal de l'adversaire pour le menacer ou pour le dissuader, mais il suffit que les coups qu'on est susceptible de lui porter le dissuadent de la tentation de s'attaquer à nous. Et c'est d'ailleurs ce mode de raisonnement qui, en son temps, a conduit la France, donc en son temps, il y a plus de 60 ans, qui a conduit, enfin plus de 70 ans, sous la 4e République, dans les faits, qui a conduit la France à se doter d'une force de dissuasion dite autonome, et ce, bien avant que le lien transatlantique ne se distende. Donc la France, à cette époque, et toujours aujourd'hui, a considéré que on ne pouvait pas se reposer sur autrui dès lors que nos propres intérêts vitaux étaient en jeu, et que donc il fallait s'en remettre à notre propre volonté. Nous l'avons dit très tôt, ça a été une constante de la diplomatie
et de la défense française. Et nous verrons comment aujourd'hui, d'une certaine manière, par un retour de l'histoire, du fait de la distension du lien transatlantique, cette posture est consacrée par les faits. Deuxième dimension cardinale de la dissuasion nucléaire, ce qu'on appelle la dialectique transparence-ambiguïté. Alors c'est quoi cette dialectique? C'est une dialectique qui conduit les États dotés à en dire assez pour dissuader, assez pour convaincre de l'efficacité de l'arme détenue, sur ses performances, sur sa permanence, sur la capacité à répondre en second à une frappe initiale d'un ennemi, ce que permettent les sous-marins nucléaires lanceurs d'enjeux, à être capable, si nécessaire, de restaurer la crédibilité de la dissuasion par une frappe d'un genre particulier destinée à cet effet. Mais il faut en dire assez, mais pas trop. Ne pas en dire trop pour que le doute soit installé dans l'esprit du compétiteur, parce qu'en matière de dissuasion nucléaire, et même, si je peux me permettre, l'histoire nous le prouve, en matière de dissuasion, il n'y a rien de pire que de fixer des lignes rouges, jaunes, blanches, quelle que soit leur couleur. L'art de la stratégie consiste à déplacer le doute et l'incertitude dans l'esprit du compétiteur et pas chez nous-mêmes. Dans la continuation de cette dialectique transparence-ambiguïté, dernier élément dont il faut que vous soyez persuadés, c'est quelle que soit la manière dont on le baptise, dont on le nomme, épaulement, continuité, il y a une forme de continuité entre le conventionnel et le nucléaire. Ne serait-ce que parce que, comme le dit la vieille formule, qui veut la paix prépare la guerre, et ceci est vrai tant en matière d'armement nucléaire qu'en matière d'armement conventionnel. Ensuite, comment rendre crédible une volonté de dissuader par le nucléaire si on ne manifeste pas une volonté de dissuader d'abord par le conventionnel? Comment se protéger de risques de contournement par le bas si on n'épaule pas les forces de dissuasion nucléaire à un dispositif conventionnel solide. À une certaine époque, dans les forces armées auxquelles j'ai appartenu, il y a une trentaine d'années, on avait l'habitude de parler, d'utiliser un slogan qui a disparu, on disait la dissuasion du FAMAS au SNLE. Donc le FAMAS, pour les non-initiés, c'est le soldat du fantassin, enfin c'était le soldat du fantassin entre les années 80 et la fin des années 2010, et le SNLE, donc le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Aujourd'hui, pour parler de cette continuité, de cette complémentarité, les forces armées françaises et la doctrine française parlent d'épaulement. En matière de nucléaire, dernier élément de contexte et de compréhension générale, les spécialistes parlent de 3 âges du nucléaire entre 1945 et aujourd'hui. Premier, de 1945 à la chute du mur de Berlin, qui est l'âge de la bipolarité absolue de la société internationale, avec un moment particulier qui est celui de la crise de Cuba, qui est parfaitement documenté puisque les archives, y compris les archives enregistrées, sont désormais accessibles au commun des mortels. La crise de Cuba, c'est le moment où la société internationale découvre définitivement que la dissuasion est d'abord un échange de signaux entre chefs d'État dotés d'armes nucléaires. Il y a un moment dans cette crise qui est documenté scientifiquement, encore une fois, qui est enregistré, accessible, où on entend le secrétaire d'État à la Défense américain qui dit à un obscur amiral américain: « Amiral, vous vous trompez,
Ce n'est pas ce dont vous parlez, mais aujourd'hui, c'est John Kennedy qui parle à Nikita Khrouchtchev. Et c'est bien de cela dont il s'agit après une première vingtaine d'années, petite vingtaine d'années, entre 45 et 62, où finalement l'arme nucléaire avait été presque imaginée comme une arme ultime sur le champ de bataille. Deuxième âge nucléaire, entre la chute du mur de Berlin et 2014, la première aventure militaire russe en Crimée, donc une période que d'aucuns ont baptisée comme la fin de la géopolitique, comme la fin de la centralité de l'arme nucléaire. Peu importe comment nous la baptisons, ce qui est certain, c'est que pendant cette période, il y a eu une forme de coopération régulée, y compris sur les sujets nucléaires, avec la mise en place et la pleine exploitation des outils essentiels qui avaient été pensés à la fin de la guerre froide, le traité de non-prolifération nucléaire, qui est le traité aujourd'hui au monde signé par le plus grand nombre d'États, 191, des efforts de désarmement ou de maîtrise des armements, des accords de limitation, de réduction des armements nucléaires, les traités SALT ou START, et puis enfin, au milieu des années 90, le dernier venu, le traité d'interdiction complet des essais nucléaires, le traité dit TIS. À partir de 2014 et à partir de la Crimée, même si chacun des 9 États dotés, puisqu'il y a 9 États dotés, vous le savez, même si chacun des États dotés est conscient des responsabilités que lui confère son statut d'État doté, il y a une montée en puissance de signalements nucléaires de plus en plus fréquents, avec côté russe, de la part de Vladimir Poutine, ce qu'on appelle des postures de sanctuarisation agressive. 2 jours après le lancement de la dernière opération militaire spéciale, en Ukraine, en février 2022, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ces images assez glaçante de Vladimir Poutine, qui déclare à la télévision russe je souhaite vous rappeler que la Russie est une des plus grandes puissances nucléaires. Bref, un signalement nucléaire par excellence. Le président américain lui rend l'appareil en se livrant, pour ce qui le concerne, à des signalements nucléaires par tweet. La dernière occurrence, il y a moins de 10 jours, la Russie, je pense que vous vous en souvenez, a tiré à destination de l'Ukraine un missile d'un type particulier qui s'appelle le missile Oreshnik, qui, dans la gradation des signaux nucléaires, même si ce missile était doté de charges, tout ce qui est de plus conventionnel, et ce que les spécialistes appellent l'avant-dernière étape avant le recours à l'arme nucléaire. Par ailleurs, depuis 2024, la doctrine russe a évolué très clairement vers un abaissement du seuil de recours à l'arme nucléaire. Et depuis la Crimée et l'opération militaire spéciale en Ukraine, vous vous souvenez sans doute que la Russie a décidé à nouveau de déplacer des armes nucléaires chez un de ses voisins, la Biélorussie en l'occurrence. Enfin, pour terminer ce tableau du troisième âge nucléaire, qui peut présenter certaines formes d'inquiétude, on a des formes évidentes de risque de prolifération horizontale, avec des interrogations sur bien évidemment les ambitions iraniennes, mais aussi les ambitions allemandes, polonaises, saoudites,
saoudienne, pardon, selon la manière dont tel ou tel équilibre régional ou sous-régional évolue. Quelques éléments de contexte maintenant pour continuer à mieux comprendre ce troisième âge nucléaire. Donc, je l'ai déjà suggéré, la question de la prolifération iranienne n'est toujours pas réglée. Les tensions entre la Russie et l'Europe sont évidentes. Elles ont une dimension nucléaire, au moins dans le discours, avec des signalements nucléaires assez fréquents. Je l'ai dit, dès février 22, je l'ai dit, le recours au missile Oreshnik il y a moins de 10 jours. Simultanément, la très forte montée en puissance de l'arsenal chinois, qui aujourd'hui est constitué d'à peu près 600 têtes et qui devrait atteindre à l'horizon de la fin de la décennie en cours plus de 1000 têtes. Là, le document majeur de la stratégie nucléaire américaine qui a été publié lors du premier mandat de M. Trump, qui s'appelle la NPR 2028, n'a pas le moins du monde été remise en question par M. Biden pendant son mandat. Et on a enfin, par ailleurs, une absence claire d'accord en gestation pour remplacer le traité New Start qui avait été signé en 2010, qui lui-même avait succédé à un traité de limitation des armements nucléaires, le tout révélant le besoin d'une nouvelle approche post-guerre froide, le besoin d'élargir l'approche de maîtrise des armements à d'autres dimensions que les dimensions nucléaires, et la nécessité de prendre en compte dans ces dialogues les capacités chinoises croissantes. Dans ce contexte, la France, à l'occasion du discours du président de la République en début d'année à Lille-Longue, a formulé une offre baptisée d'offre de dissuasion avancée. Le président de la République ne s'était plus exprimé officiellement sur ces sujets-là depuis 2020, alors que le contexte a clairement changé. C'est ce que j'ai exprimé. Et alors qu'à de nombreuses reprises, dont pendant la campagne électorale des européennes, sa capacité et ses modalités à gérer cette dimension de ses responsabilités avait fait l'objet d'une instrumentalisation politique. J'y reviendrai, si vous le souhaitez, dans les questions. Alors, qu'est-ce que le président de la République nous a dit à cette occasion? D'abord, je cite, dans une très grande continuité avec ses prédécesseurs. J'insiste là-dessus, parce qu'on a fait le procès au président de la République, et celui-ci est particulièrement injuste. On lui a fait le procès d'être le principal responsable d'une forme de promotion de la capacité de la dissuasion nucléaire française à bénéficier à nos partenaires européens dans une forme de renoncement à notre souveraineté. Ceci est particulièrement injuste. Je cite les propos du président de la République en février dernier. Et je vous l'invite, c'est un exercice très intéressant que j'ai refait ces 2 derniers mois. J'ai en ma possession, ça se trouve sur Internet, la litanie des 10 à peu près discours que les présidents de la République française successifs ont prononcés sur la dissuasion nucléaire depuis Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est assez étonnant
de mesurer la continuité extrême de la doctrine française. J'y reviendrai, si vous voulez, en citant des propos de Georges Pompidou, Premier ministre, parce qu'à l'époque, manifestement, les premiers ministres parlaient dissuasion, de M. Giscard d'Estaing, président de la République, de M. Chirac, président de la République. Bref, M. Macron, en matière de doctrine nucléaire, a tout fait sauf renverser la table. Je cite donc sa première formule. Nos intérêts vitaux ne peuvent se confondre avec le seul tracé de nos frontières naturelles. En l'occurrence, pour vous citer une seule formule du Premier ministre Pompidou en 1964, alors, pardon, il faut que je la retrouve parce que je ne l'ai pas souligné. Je précise que 1964, c'est l'année de naissance Oh, quel pot de vache. de mon voisin, et donc c'est un discours fondateur. Salaud, pardon, bouffez les oreilles. Bon, du coup, il m'a troublé. Bon, je la retrouverai. Deuxième formule du président de la République, on ne peut envisager que, je cite, la survie de nos partenaires les plus proches soit mise en jeu sans que cela n'affecte nos intérêts vitaux. Le président de la République poursuit, cependant, il reste, ouvrez les guillemets, d'appréciation souveraine. C'est-à-dire, la décision ne se partage pas. Il n'y a que certains de ses opposants politiques qui ont fait mine de croire le contraire. Troisième élément de posture française, une garantie rigide, le terme est dans le texte est disponible sur le site de l'Élysée, comme tous les discours que j'évoque, donc une garantie rigide serait imprudente. Dernier élément de posture, de plus, le président parle d'une absence de partage de la décision ultime, de sa planification ou de sa mise en œuvre. Bref, le champ de partage de la dissuasion, si on peut recourir à ce terme, est circonscrit de manière très très stricte. Alors cette dissuasion avancée, elle reste à opérationnaliser, à mettre en place. Pour ce faire, il va falloir conduire, elles sont en cours avec certains d'entre eux, des consultations avec les 8 pays européens qui ont répondu positivement à cette offre française, offre qui n'a rien de nouvelle. Moi, j'ai été conseiller de 2 ambassadrices de France à l'OTAN entre 2017 et 2020. Déjà à cette époque, la proposition française était sur la table, mais la proposition française résonnait dans le vide. 2 mandats de M. Trump, les interrogations de nos alliés européens et otaniens ont conduit donc aujourd'hui 8 pays, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la Roumanie, à répondre positivement à l'offre française. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces 8, vous en trouvez 3 qui aujourd'hui sont des pays qui mettent en œuvre sous double clé la dissuasion nucléaire américaine, possiblement au profit de l'alliance otanienne. Et donc, la manière dont ils ont accueilli très positivement la proposition française est véritablement le signe d'un changement de paradigme et d'un changement d'époque. Donc d'ores et déjà, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui sont les pays avec lesquels le dialogue a été impulsé le plus tôt, sont en cours des éléments de partage du renseignement, d'évaluation de la menace et d'une compréhension commune
des ressorts d'une escalade nucléaire. Parce que, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé pendant la crise de Cuba, contrairement à ce que d'aucuns d'entre vous ont peut-être vu sous la forme du cinéma hollywoodien très récemment, une crise nucléaire connaît généralement une phase de montée en puissance qui dépasse très largement la durée de trajectoire d'un missile intercontinental qui, lui, se limite à 15 ou 20 minutes. On se dirige en termes d'opérationnalisation, très probablement vers de possibles participations à des exercices, comme l'armée britannique a participé au dernier exercice français. Les exercices français mis en œuvre par l'armée de l'air s'appellent les exercices Poker. Il en existe 1 à 2 par an. Et lors du dernier, des spécialistes britanniques ont été invités à participer à cet exercice. Autre évolution annoncée par le président de la République lors de son discours de début d'année, certain nombre d'évolutions doctrinales importantes. Ce ne sont pas les ruptures, mais elles sont importantes. Le président de la République a expressément précisé que les territoires ultramarins faisaient partie intégrante de nos intérêts vitaux. C'est une nouveauté par rapport à ses prédécesseurs et il faut bien évidemment, vous le comprendrez là, y voir le signe que dans ces territoires ultramarins, la Chine est un compétiteur de premier rang et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette Chine, si je peux me permettre l'expression, est en pleine explosion de ses moyens nucléaires. Deuxième évolution doctrinale, le concept de dommage inacceptable, qui était au cœur de la doctrine française, a disparu pour une formule un peu plus elliptique. Donc on est toujours dans transparence, ambiguïté. Donc quand la formule est elliptique, on va vers l'ambiguïté. Et donc désormais, le président de la République parle de stricte adéquation avec l'efficacité opérationnelle nécessaire. Stricte adéquation avec l'efficacité opérationnelle nécessaire. Bref, cela dit à peu près tout et donc à peu près rien, et c'est donc destiné à semer le doute dans l'esprit du compétiteur. Troisième évolution doctrinale importante, la doctrine de frappe française évoquait des frappes sur des centres de pouvoir. Ce concept disparaît du discours officiel français. Enfin, depuis les premiers efforts de réduction de l'arsenal français, la doctrine française était celle de la stricte suffisance, que M. Chirac ou M. Sarkozy, je ne sais plus lequel des deux, mais peu importe, avait même clairement défini, puisque la France avait dit 300 têtes, pas une de plus. Eh bien, ce concept de stricte suffisance disparaît malgré la pérennité, je cite, de refus de la course aux armements et le besoin déclaré par la France d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France va augmenter son arsenal sans dire à ses compétiteurs jusqu'à quel point elle ira. Enfin, pour terminer, et pour rester dans les 30 minutes qui m'étaient imparties, à côté de ces évolutions doctrinales, quelques changements capacitaires que je ne détaillerai pas, sur lesquels je pourrais revenir dans les questions-réponses, qui sont des questions qui ont trait à la modernisation de notre arsenal. Vous noterez là aussi qu'aucun chiffre n'est donné, qu'aucune date n'est partagée, qu'aucune communication sur notre arsenal ne sera réalisée, mais l'essentiel de ces changements concerneront
ce qu'on appelle le mirvage des têtes océaniques. Donc, MIRV, c'est un acronyme anglo-saxon qui explique que les missiles intercontinentaux sont constitués de plusieurs têtes qui, dans la phase terminale de la trajectoire du missile, pour tromper les défenses adverses, ont des trajectoires qui, pour chacune de ces têtes, leur est propre. Et donc, le prochain M51, qui est le missile intercontinental français, qui sera le M51-4. Pourquoi 4? Parce que quatrième version contiendra très probablement une tête supplémentaire. Par ailleurs, ont été confirmées des modernisations déjà annoncées avec un sous-marin nucléaire lanceur d'engin de troisième génération, le changement, des évolutions dans les missiles utilisés par les avions réalisant, si nécessaire, les raids nucléaires. Le tout devrait coûter à la défense, même si ce chiffre est toujours sujet à caution parce que transparence et ambiguïté. Sachez qu'approximativement, le nucléaire militaire coûterait de la classe de 13 à 15% des efforts de la mission défense. Le terme de mission défense étant le terme consacré en finances publiques, c'est un agrégat qui regroupe tout ce qui est dépensé par la défense. En conclusion, sachez que sur ce dernier discours de Lille Longue, les réactions ont été extrêmement mesurées et positives en France, dans la classe politique. Je vous l'ai dit, le président Macron a été assez orthodoxe, contrairement au faux procès qui lui avait été fait une année auparavant. Et je vous l'ai dit, nos alliés européens, qui depuis plus de 30 ans étaient sourds à nos propositions, ont accueilli très favorablement nos propositions. Voilà, on est terminé là. Je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, en attendant que les premières questions arrivent à l'oral, on a une remarque de Roland Martin, consul de Corée à Lyon, Oui. Qui nous dit que la première vraie menace nucléaire fut déclarée par le général MacArthur sur la Corée du Nord en 1952, puis le président Eisenhower en 1953 pour stopper la guerre de Corée. Oui, bien sûr. Je vous ai parlé, bien sûr, hein, c'est incontestable tout cela. Je vous ai parlé de la crise de Cuba parce qu'elle est vraiment emblématique de la manière dont, à partir de cette date-là, l'arme nucléaire est appréhendée par les politiques et les militaires. Ça s'explique de manière assez intuitive, finalement, quand on vous l'a dit. Quand on se souvient du déchaînement de violence qu'avaient représenté notamment les bombardements alliés sur l'Allemagne en 1944 et en 1945, d'une certaine manière, les bombes américaines d'Hiroshima et de Nagasaki ne représentaient qu'une forme de rupture limitée. Quand on se souvient des bombardements sur Dresde, sur Berlin, et quand on se souvient que pendant des années, l'industrialisation de la guerre a produit l'horreur qu'elle a produit, quand on y rajoute le fait que de 1945 au début des années 50, les efforts des militaires et des physiciens américains ont plutôt tendu à miniaturiser les armes nucléaires, d'une certaine manière en les appréhendant comme des armes du champ de bataille, qu'elles ne sont plus. 1962, c'est vraiment une rupture, parce que c'est le moment où le passage à la fission
permet de découvrir définitivement et pleinement le changement d'échelle. Et c'est le moment où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en reprenant la formule du conseiller national à la sécurité américain, on n'assiste plus à un dialogue militaire qui est un dialogue qui va vers la montée aux extrêmes, mais à un dialogue politique entre Kennedy et Khrouchtchev. Et depuis c'est de ça dont il s'agit. Hein. Quand M. Poutine, le 24, 25 ou 27 février 2022, je ne me souviens plus de la date exacte, quand M. Poutine déclare ce qu'il a déclaré, que je vous ai rappelé tout à l'heure, il s'adresse comme chef d'État à ses alter-égaux occidentaux. Ces alter-égaux occidentaux lui répondent, mais ils lui répondent comme ils choisissent de lui répondre dans des démocraties occidentales, puisque ce sont eux qui leur ont répondu. Qu'a fait le président Macron 3-4 jours après le début de la crise en Ukraine? Un deuxième sous-marin nucléaire lanceur d'engins a été mis à la mer, hein, puisque depuis la mise en place de la force océanique stratégique, il y a un peu plus de 60 ans maintenant, tous les jours que le bon Dieu fait, il y a à la mer un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Un SNLE, pour vous donner un ordre de grandeur, en admettant que les 16 missiles qui le dotent soient équipés de toutes les têtes dont il peut être équipé, c'est probablement pas le cas, c'est 1000 fois Hiroshima. Et donc, le lendemain du jour où M. Poutine adresse le signalement stratégique que j'évoquais tout à l'heure à ses alter-égaux des États dotés, le président Macron met un deuxième sous-marin à la mer. Ça veut dire, très bien, message capté, moi aussi. Voilà. On est dans le discours, on est dans le signalement nucléaire, seulement le président Macron le fait comme on le fait dans nos démocraties, en évitant d'affoler le citoyen en lui disant qu'on a 2000 fois Hiroshima à la mer. On a une série de questions de Baptiste. On peut les lire les unes à la suite des autres, Ouais. et répondre. Il y en a 3. La première, c'est quelle est la durée de vie d'une tête nucléaire française entre chaque renouvellement de l'arsenal? Oui. La deuxième, c'est pourquoi le principe de stricte suffisance est-il supprimé? Notre arsenal n'est-il donc plus en adéquation avec les menaces? Et enfin, peut-on envisager de faire participer financièrement les pays européens qui souhaitent bénéficier de la dissuasion nucléaire française avancée? Tiens, tu remontes un petit chouïa, donc je vais les prendre dans l'ordre jusqu'aux limites de ma compétence, qui en matière technique sont limitées. Bon, la durée de vie d'une tête, je sais qu'il y a des gens dans l'assistance, il y a des gens beaucoup plus savants que moi. Si quelqu'un a une idée précise de la réponse à la question, ça n'est pas mon cas. Ce que je sais, c'est que cette durée de vie s'exprime plutôt en décennies qu'en années. J'en veux pour preuve le fait que la décision prise par le président de la République d'augmenter notre arsenal pour dépasser la stricte suffisance telle qu'elle avait été définie précisément, 300 missiles. La France va aller piocher dans son stock de matières fissiles, qui est un stock qui est issu des missiles que nous avions désarmés. Depuis, nous avons désarmé. Or, nous avons désarmé quand? Nous avons désarmé il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire que les têtes nucléaires ont probablement, moyennant un certain nombre d'opérations de maintenance que je ne maîtrise pas, parce que je ne suis pas habilité à en connaître, mais ces têtes ont des espérances de vie qui dépassent très largement la décennie. Pourquoi le principe de stricte suffisance est-il supprimé? Alors, la rationalité de la France est la suivante, c'est changement d'époque que je voulais exprimer, avec risque
de dissuasion, avec risque de prolifération horizontale, donc de plus en plus d'acteurs nucléaires, et verticale, augmentation des stocks, notamment la Chine, qui en 20 ans sera passée de 300 à 1000 têtes. Donc, risque de prolifération croissant, émergence d'une puissance nucléaire de rang 1 que sera la Chine à horizon 2030. Outils de non-prolifération vieillissants. Absence de traités, de mesures de désarmement ou de limitation des armements. La France traduit cela par la nécessité d'augmenter son arsenal qu'elle avait volontairement limité à 300 têtes. Et donc, pour être encore davantage en cohérence avec le principe transparence, ambiguïté, non seulement on abandonne la stricte suffisance, mais on ne dit pas de combien on va augmenter, ni quand on va augmenter. Voilà le choix français. Et d'une certaine manière, oui, donc je ne sais pas qui pose la question, mais quand il est écrit « Notre arsenal n'est plus en adéquation avec la menace », c'est la France a considéré que son arsenal n'était plus en adéquation avec le contexte auquel elle fait face. Donc oui, la réponse est oui à cette question. Enfin, la dernière question, c'était sur la participation financière des pays européens qui seraient bénéficier du parapluie nucléaire. Ouais. Alors, je ne crois pas que l'idée soit celle-là. D'abord parce que la volonté de la France reste clairement de pouvoir rester l'unique maîtresse de son destin. Et à partir du moment où vous partagez le financement d'un objet, quel qu'il soit nucléaire ou conventionnel, vous perdez une partie de votre souveraineté, parce que si demain votre partenaire financier décide de ne plus être votre partenaire financier, eh bien votre liberté d'action est réduite. L'idée, à travers ce que j'ai décrit brièvement d'opérationnalisation de l'offre française, consiste plutôt à ce qu'il y ait une forme de troc avec les 8 partenaires européens qui ont répondu positivement et peut-être d'autres demain, qui se voient dans le partage du fardeau européen, missionnés pour accomplir un effort supplémentaire dans tel ou tel domaine, plutôt d'ordre stratégique, imagerie spatiale, détection électromagnétique, défense aérienne, et en contrepartie de cet effort d'armement stratégique, la France, d'une certaine manière, étend sa dissuasion aux partenaires qui ont accepté de rentrer dans cette logique d'épaulement et d'adossement entre leur conventionnel et notre nucléaire. Jean-Luc Marigny demande quelle place occupe le nucléaire tactique au sein des doctrines de dissuasion modernes et dans quelles circonstances son emploi pourrait-il être envisagé sans franchir le seuil d'une escalade stratégique? Alors, pour la France, il n'y a plus de nucléaire tactique depuis que... Ce qui est la question suivante, effectivement. Voilà, ce qui est la réponse à la question suivante. Cela fait plus de 30 ans que la France n'est plus dotée d'armement tactique. Cela fait un moment déjà que la France refuse d'appréhender les armes nucléaires comme des armes du champ de bataille. Et ça fait un moment déjà que la France a dit, pour ce qui nous concerne, nous ne croyons pas à cette logique d'une escalade maîtrisée.
Ce qui n'empêche pas la France d'imaginer dans ses modalités des frappes limitées destinées à restaurer la crédibilité de la dissuasion. Je m'explique. Imaginons une crise militaire majeure au cours de laquelle un compétiteur, un ennemi, essaie de contourner la dissuasion française par le bas, avec des signes patents que cet opposant semble ne pas croire à notre décision de recourir à l'arme nucléaire. Il existe des modalités de frappe d'ultime avertissement qui sont généralement des frappes limitées et des frappes en altitude qui sont destinées à dire à l'ennemi: je vais tirer à un endroit où je vais limiter les effets de ce tir, mais en recourant à l'arme nucléaire, je vous montre que conformément à ce que je vous ai dit, si vous franchissez la ligne des intérêts vitaux, ligne floue, mais si vous franchissez cette ligne, cette fois-ci, ça ne sera pas une frappe d'ultime avertissement, mais ça sera une frappe destinée à rendre inacceptables les conséquences du risque que vous avez pris. Voilà. Les Russes, pour ce qui les concerne, eux, imaginent recourir à des armes tactiques. Merci à Jean-Luc Marigny de nous faire partager son expertise. Donc, la durée de vie opérationnelle d'une tête nucléaire moderne est généralement estimée à une vingtaine d'années. Après cette durée, les têtes nucléaires sont soit modernisées, soit retirées du service et remplacées par des modèles plus récents, comme ça a été le cas pour les ogives TN-81 remplacées par les TNA dans l'arsenal français. Vous voyez que question précise, réponse précise. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceux qui ont envie de parler et de s'exprimer, vous nous faites un petit coucou et vous branchez votre micro, s'il vous plaît. Anne-Marie, pareil. Je suis étonné qu'Anne-Marie Boussard, je vais pas poser une question avant. Alors, je vais en poser une. D'abord, merci pour cette intervention extrêmement précise que j'ai particulièrement appréciée parce qu'on est vraiment dans le précis. Alors, consul de Lituanie, donc on fait partie des pays demandeurs, c'est-à-dire que depuis 2022 en particulier, mais avant, ça faisait partie des choses qui étaient déjà discutées au niveau des deux présidents. Mais tout en respectant évidemment la décision de la France, c'est-à-dire que en aucun cas la décision ne peut être prise par quelqu'un d'autre. On est bien sur ce que vous avez dit, sur ce qu'a dit le président Macron. En revanche, on considère que si la Lituanie est attaquée, pour ne prendre le cas que de la Lituanie, mais ça serait pareil pour la Lettonie, eh bien ce sont les intérêts vitaux de la France et de l'Europe qui sont concernés. Donc les pays d'Europe centrale et orientale sont extrêmement et septentrionales, parce qu'on est en Europe du Nord, sont particulièrement intéressés et discutent depuis très très longtemps sur ce sujet. Je pense que la dissuasion, c'est le nucléaire, mais peut-être, est-ce que dans votre définition de la dissuasion, vous l'élargissez, par exemple, aux forces avancées de l'OTAN dans les pays Oui, bien sûr. centrales, etc., que ça n'est pas que Bien le sûr. nucléaire, on est bien d'accord? Bien sûr. Alors, une petite anecdote ou deux. Bon, d'abord, sur ce que vous évoquez, ce dialogue, il est ancien au sein de l'OTAN. Moi, j'ai été représentant militaire adjoint à l'OTAN, donc ce dialogue, il est ancien entre la France et aujourd'hui les 30 autres partenaires de l'OTAN. Donc moi, j'ai le souvenir, donc, chaque année, les États dotés, la France et le Royaume-Uni, organisent pour les ambassadeurs et ambassadrices une joyeuse colonie de vacances qui a Istres, qui a l'île Longue, j'ai oublié le nom du lieu là-haut en Écosse pour les Britanniques. J'ai participé à ces déplacements et c'était, moi je découvrais ces choses et c'était assez amusant d'entendre les diplomates français dire à leur alter ego européen,
otanien. Alors aujourd'hui, les réponses ont changé, mais c'est très amusant de comprendre la manière dont on s'exprimait. Les diplomates français disaient, pour ce qui nous concerne, nous ne croyons pas en quoi que ce soit à la possibilité d'un partage nucléaire et à la possibilité d'un partage de la dissuasion. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi depuis toujours une dissuasion autonome. Mais si vous y croyez, nous sommes prêts à vous offrir la nôtre. Enfin, je la fais caricaturale, mais c'était ça. Sauf qu'à l'époque, comme le parapluie américain, comme on dit au Café du Commerce, comme le parapluie américain ne posait aucune question de crédibilité, les partenaires européens s'en satisfaisaient. Deuxième élément, donc vous évoquez ce qu'on appelle le dispositif avancé de l'OTAN dans les États baltes, qui est un dispositif qui a été mis en place après la première guerre en Crimée en 2014. Comment les Alliés ont raisonné au sein de l'OTAN? Les Alliés se sont dit il faut manifester notre solidarité. Comment on a manifesté notre solidarité? Depuis 10 ans maintenant, l'OTAN envoie par rotation régulière de 4 à 6 mois des troupes fournies, alors de mémoire, je ne sais plus où on en est, mais il y a une dizaine de contributeurs sur la trentaine de partenaires, mais vous avez des bataillons de l'OTAN qui sont déployés dans les États baltes. Alors vous me direz, un bataillon n'est pas prêt d'arrêter les hordes sauvages des Cosaques russes. Sauf que, et je me permets là, madame, donc, de répondre à votre question sur la dissuasion n'est-elle que nucléaire ou pas seulement. En fait, comme le disait le général de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées, qui aimait bien les formules, qui continue à aimer les formules synthétiques et choc, il disait, ces gars-là, c'est la chèvre au piquet. Donc ces bataillons de l'OTAN qui sont dans les États baltes, de vous à moi, ils ne sont pas là pour faire la bataille, ils sont là pour mourir. Parce que si les Russes leur marchent dessus, eh bien clairement, ils expriment qu'ils sont prêts à marcher sur des soldats britanniques, notamment, sur des soldats français, notamment, qui sont des soldats d'un pays doté de l'arme nucléaire. Donc on est là, au moins autant dans le langage stratégique et dans le langage de la dissuasion, alors qu'on parle que de conventionnel, que dans le langage de l'opérationnel et de la tactique. Nous accueillons encore 2 questions. Jean Bonnet, tu as levé la main. Ancien consul du Nicaragua à Lyon. Vas-y, Jean, active ton micro. Jean, c'est bon. Alors, au-delà du respect que je porte à l'armée française et à son niveau de professionnalisme, de même qu'à ses équipements, ce qui me gêne, c'est le fait que tous ces équipements, même très modernes, ne relèvent que du domaine de l'échantillonnage. Et donc, je me demande, au-delà des discours, quelle est la crédibilité aujourd'hui des forces armées françaises dans le cadre d'un conflit étendu du type Ukraine qui déborderait sur une partie de l'Europe. Est-ce que j'ai été clair? Oui, très clair. Pour rien vous cacher, je n'aime pas beaucoup la manière dont vous posez la question, parce qu'elle est pleine de sous-entendus. Non, mais je ne vous en veux pas, parce qu'elle est posée dans l'opinion publique quasi systématiquement comme cela. D'abord, quelques considérations. Quand vous regardez les opérations militaires françaises depuis 30 ans, il n'y en a pas une, je dis bien, il n'y en a pas une qui n'ait pas été menée en coalition. Pas une, y compris notre engagement au Mali. La réalité du Mali, c'est 20 à 30% des capacités de transport aérien, 20 à 30% des capacités de renseignement fournies par les alliés divers et variés. La guerre du Golfe, coalition de plusieurs dizaines d'États. Donc la coalition est un fait qui s'impose depuis 20 à 30 ans.
Premier élément de considération. Deuxième élément de considération, la France est-elle capable de faire face seule à un compétiteur ou un ennemi de la taille de la Russie? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit notre ambition. Et la manière dont la Ukraine fait face depuis bientôt 5 ans à la Russie me laisse à penser que l'armée française, qui, comme vous le dites fort justement, à certains égards, d'ailleurs le terme est consacré, est une armée échantillonnaire, cette armée aurait du mal. Clairement, aujourd'hui, et c'est en cela que la question telle que vous l'avez formulée me gêne, mais c'est comme ça que l'opinion publique la formule. Si vous me posez la question, notre effort de défense est-il suffisant? Je suis extrêmement gêné qu'elle me soit posée comme cela, cette question. Parce que souvent, la question, elle est posée comme ça par des gens qui, pendant 30 ans, je pèse mes mots, qui, pendant 30 ans, ont bradé la défense française. La réalité de l'effort de défense français depuis 60 ans, c'est une pente dont la courbe ressemble à peu près à cela. Je ne dis pas que M. Macron, je ne suis pas engagé en politique, je ne suis pas amoureux de M. Macron, je ne vous dis pas que M. Macron est l'homme qui va nous sauver, je vous dis simplement qu'il y a une forme d'injustice à faire le procès aujourd'hui à nos gouvernants de ne pas mettre assez d'essence dans le moteur, alors que ce sont eux qui ont inversé la vapeur. Maintenant, clairement, si vous écoutez nos gouvernants aujourd'hui, que disent-ils? Je crois que le Premier ministre lui-même le dit. Je ne sais plus quel est le vocable exact, donc je ne vais pas essayer de retrouver le vocable, mais le Premier ministre actuel, qui était ancien ministre de la Défense, enfin des Armées, dit aujourd'hui, il nous faudrait un budget des armées de la classe 100 milliards d'euros par an. Il est à 57 milliards. Il est à 57 milliards. Donc la question qu'il faut se poser, et là aussi je ne voudrais pas franchir la ligne jaune de mes convictions politiques, c'est que faisons-nous de notre argent public dans un État qui dépense plus de 50% de son argent à piquer l'argent à Pierre pour le donner à Paul. Ça s'appelle la redistribution. Donc quand on a le taux d'endettement qui est celui de la France aujourd'hui, eh bien, on a une souveraineté qui est, ne le répétez pas, mais je vous le dis comme je le pense, au niveau où elle en est aujourd'hui. Donc notre souveraineté, notre capacité d'inflexion, notre capacité à marquer nos efforts, tout cela, c'est à la hauteur de nos finances publiques. Mais ce qui est gênant, c'est que ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui ont creusé le trou. Je m'arrêterai là. Alors, une question de Baptiste, dernière question. Nous pourrions prépositionner des missiles nucléaires dans les pays européens alliés afin de vendre des rafales comme le fait depuis longtemps les États-Unis en Europe. Pourquoi n'adoptons pas cette stratégie de défense qui pourrait favoriser notre BITD, la fameuse base industrielle de défense française? Alors, les modalités opérationnelles qui s'annoncent avec les quelques pays otaniens et européens intéressés par l'offre française de la dissuasion avancée, c'est pas la notion de déploiement permanent, ni de moyens, ni de munitions. C'est pas ce modèle-là qui a été choisi, mais probablement pour des raisons de coût et de facilité, parce que déployer et stocker des armes nucléaires quelque part, c'est quand même compliqué et coûteux. Ce qui a été choisi comme modalité, c'est plutôt des modalités de déploiement provisoire, de participation d'exercice des forces aériennes stratégiques depuis les points d'appui chez les partenaires, mais ça n'est pas
ça n'est pas l'option que vous esquissez de prépositionnement. Je pense, sans en être un spécialiste, mais je pense que le modèle de prépositionnement est un modèle extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux. Voilà. Une base aérienne nucléaire, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une base aérienne capable d'accueillir des aéronefs pouvant porter la bombe et des munitions, c'est des coûts d'investissement considérables. Donc c'est manifestement pas le choix qui a été fait. Merci, mon général, cher Gilles. Tu as fait beaucoup d'heureux. D'abord, ceux qui s'intéressent à l'esprit de défense. Et il y a beaucoup de réservistes citoyens, de réservistes opérationnels, d'anciens militaires de l'IHEDN. Pas la peine de sourire, Anne-Marie, on sait que tu en fais partie, dans cette salle virtuelle. Et puis, vous voyez que quand un général n'est plus officiellement en fonction, parfois, il peut dire des choses qu'il pense et qu'il ne pouvait pas dire avant. Et j'ai vu Pierre qui applaudissait et un certain nombre d'entre vous sourire à un moment sur la fin. Voilà. Comme dans toute manifestation, même virtuelle, on fait les annonces légales. N'oubliez pas le séminaire de printemps de l'UCHF qui est à Marseille. Il fera beau et chaud. Sur la thématique de la Grèce antique. Aujourd'hui, les consuls au cœur des échanges internationaux. On a un panel d'intervenants d'extrême qualité du port de Marseille, de la CMA-CGM, d'Airbus Hélicoptères, etc. etc. C'est le week-end prochain, le vendredi, le samedi et le dimanche. On va clore les inscriptions mardi. Si vous pouvez nous rejoindre, on en sera absolument ravis et nos membres du bureau marseillais également. Par ailleurs, n'oubliez pas, pour ceux qui ne peuvent pas venir, l'Assemblée générale et l'Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale, rapport moral, rapport financier. Assemblée générale extraordinaire, nouveau statut et modernisation des statuts et du règlement intérieur. Ça peut se passer en visio. Vous connaissez Bertrand qui est là. Il s'occupe de tout. Vous avez sûrement reçu des liens. Vous en recevrez encore d'autres parce qu'on vous assomme sous les mails. Mais soyez présents. Si vous ne pouvez pas être là, envoyez des pouvoirs. Mais en tous les cas, c'est un moment de respiration démocratique de l'association. Il n'y a pas cette année de remise en jeu des mandats, puisque après le départ de Marie-Laure Reynaud, nous avons poursuivi le mandat de 3 ans. Donc il reste encore 1 an et demi à l'équipe actuelle qui remettra en jeu ou pas ses fonctions en 2029. En 2029. De nouveau, c'est Bertrand à prendre la main, de nouveau mercredi du CHF. Vous voyez qu'on a un rythme extrêmement soutenu sur les mercredis du CHF avec des thématiques à la fois, j'allais dire, grand public et d'autres plus poussées, comme la. Donc la prochaine, ça sera donc forcément un mercredi, le 10 juin, donc juste après notre assemblée générale et le séminaire. Ça sera technique comme sujet, on s'éloigne de la défense, mais on est très prosaïque et dans le but de mieux équiper, de mieux faire appréhender nos consuls honoraires en exercice des problématiques qui sont les leurs. C'est une nouvelle modalité de l'apostille, qui est le paysage de la certification des actes destinés à l'étranger, et on va avoir la spécialiste, et nous l'avons à Lyon, à Nice et à Paris, c'est maître Corinne Spunini-Nicole, donc qui est notaire associée, qui va nous en parler pendant à peu près le même temps. Donc vous avez reçu des invitations et d'autres arriveront pour des petits updates comme Bertrand sait très bien les faire. Voilà, et puis pour un sujet plus général, le 24 juin, ça sera le bilan de la présidence chypriote, ainsi que les enjeux de la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne. Et ce sera animé par le président de la Maison de l'Europe et des Européens et du think tank Confrontation Europe, c'est Michel Derdevec. Voilà les amis, bien entendu, si vous souhaitez que l'on organise des mercredis du CHF sur des thématiques particulières, merci de nous le faire savoir. Si vous avez vous-même dans vos réseaux des conférenciers éventuels, merci de nous le faire savoir également. C'est important. Je vous rappelle que nous accueillons également très régulièrement des auditeurs de l'IHEDN et des réservistes de la réserve citoyenne ou de la réserve opérationnelle, parce que le lien avec le monde de la défense
et permanents, et également des conseillers du commerce extérieur. Ce sont nos partenaires naturels, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas, lorsque vous avez des invitations, à les faire circuler dans vos réseaux. Au revoir. Nous rendons l'antenne. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est moins troublant, en fait,